Ok la commu, ce soir on voulait vous parler des appels de numéros inconnus qu'on a tous déjà reçus au moins une fois. Je sais pas vous, mais perso il m'est déjà arrivé de penser qu'il s'agissait d'une connaissance à moi qui avait changé de numéro, mais non, pas du tout. C'était en fait une bonne vieille pub ou un bon spam des familles. Bref, je suis sûr que vous avez également déjà vécu ça. N'hésitez pas à nous dire en commentaire votre meilleur spam le plus drôle, mais c'est aussi le cas de Claire qui pour le coup nous raconte son récit beaucoup moins marrant. Mais bien sûr, avant de connaître son histoire, n'hésitez surtout pas à vous abonner si vous appréciez notre contenu, c'est hyper important et ça nous aide beaucoup. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, c'est super rapide, ça nous aide aussi beaucoup. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire sur les dernières vidéos, vous êtes super actifs et franchement, on vous kiffe, c'est trop cool. Et maintenant, sans plus tarder, on est parti pour cette première histoire. Ok, pour commencer ce thread d'horreur, on va parler de Maxime. Et pour vous le décrire un peu, il faut savoir que c'est un gars qui aime bien traîner la nuit avec son meilleur ami Lucas. Les deux ont cette habitude de se retrouver sous les étoiles en plein milieu de la nuit dans leur village qui est d'ailleurs super tranquille. Bon, en soi, rien de dangereux jusque là, juste une petite routine paisible et franchement cool en soi. D'ailleurs, dites-nous si vous avez ce genre de rituel avec vos potes en commentaire. Mais le soir pendant lequel l'histoire qu'on s'apprête à vous raconter se passe, Maxime a une idée un peu originale. Il propose à son pote d'aller plus loin que là où ils vont d'habitude. Et en gros, ce point de repère, c'est le terrain de foot du village qui se trouve assez loin quand même, en plein milieu de la forêt. Lucas, qui est toujours partant pour une nouvelle aventure, accepte sans hésiter une seconde. Bref, le temps passe, le fameux soir arrive, les deux potes se retrouvent et commencent leur marche vers la forêt. Mais vous allez voir que les choses vont très vite passer de normal à hyper effrayantes. Dès qu'il pénètre sous les arbres, Maxime a l'impression d'entendre quelque chose. Bon, on vous le rappelle quand même un petit peu de contexte, il est actuellement 1h du mat et il fait donc une nuit noire. Et en fait, il a l'impression d'entendre la voix de quelqu'un, comme si une personne les suivait discrètement tout en marmonnant dans sa barbe. On est d'accord, déjà rien que là, c'est assez flippant. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient déjà fait demi-tour à ce moment-là. Maxime se retourne à plusieurs reprises, mais il ne voit rien. Lucas, lui par contre, il reste cool et il dit que c'est probablement juste le vent ou un animal. En soi, rien d'alarmant pour lui quoi. Même si on est d'accord, on dirait clairement le début d'un film d'horreur. Ils décident donc ensemble de continuer leur chemin, même si Maxime a toujours cette sensation étrange d'être observé. Finalement, après plus d'une demi-heure de marche dans la forêt, ils arrivent enfin sur le terrain de foot. C'est un endroit qui est sombre, entouré de buissons et de petits arbres. Pas une seule lumière à l'horizon, ils sont presque entièrement dans le noir. Maxime se sent de plus en plus mal à l'aise. Il a vraiment une sensation dans le ventre qui lui crie de ne pas rester là. Mais Lucas, lui, encore une fois, il est vraiment chill. Il le rassure, il lui dit qu'il est déjà venu plusieurs fois et qu'il n'a pas de souci à se faire. Et en fait, faut l'avouer, à part le côté flippant du moment, la situation est plutôt stylée. Ils sont sous les étoiles, dans le noir complet, sans aucun bruit. Ils continuent à parler tranquillement, ils réfléchissent à la vie comme d'habitude. 10 minutes passent et jusque-là, tout est normal. Mais alors que les deux potes commencent enfin à se détendre, ils entendent un cri. Bon, c'est hyper bizarre. D'une, parce que c'est un cri d'humain, et de deux, parce qu'il n'est pas si loin que ça. Les deux potes se regardent complètement figés. Ils ont arrêté de parler et sont maintenant aux aguets et écoutent attentivement ce qui se passe autour d'eux. Et quelques secondes plus tard, un autre cri, mais cette fois beaucoup plus proche et beaucoup plus fort. Et justement, c'est pile poil à ce moment-là qu'ils remarquent une lumière qui s'allume dans les bois. Et cette lumière, elle se trouve en fait juste à côté du stade de foot qui, on vous le rappelle, est quand même une propriété privée. Et justement, juste après avoir entendu le cri, le détecteur de mouvement qui se situe à 10 mètres d'eux s'allume. Maxime se lève direct, prêt à partir en courant, mais Lucas, dans un espèce d'élan de bravoure ou de folie, on ne sait pas trop, crie dans l'obscurité « Eh, on t'a vu, c'est bon, dégage maintenant !» Et là, c'est la panique totale. Ils entendent des bruits de mouvement derrière les buissons, et la lumière du détecteur permet à Maxime de voir un petit peu, et c'est là qu'il distingue des jambes et des bottes noires. Mais le fait de voir quelqu'un n'est même pas le pire dans cette situation. Les deux garçons sont maintenant sûrs à 100% que quelqu'un se cache derrière les buissons et les regarde, et alors que Maxime plisse les yeux, il remarque que la main de l'homme dépasse du feuillage. Et dans cette main se trouve un long et large couteau de boucher. Cette fois, c'est vraiment la panique pour Maxime. Sans réfléchir, il attrape Lucas et il commence à courir le plus vite possible vers le village. Leur cœur bat à 1000 à l'heure, l'adrénaline les pousse à sprinter toujours plus vite. Derrière eux, ils ont aussi l'impression d'entendre quelqu'un courir, mais ils n'en sont pas vraiment sûrs. En tout cas, tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils sont terrifiés. Et enfin, ils retrouvent le village, heureux d'être sains et saufs, parce que là, il n'y avait vraiment aucun doute. S'ils ne l'avaient pas vu, l'homme dans les buissons les aurait très probablement agressés.
Le lendemain, les deux amis décident de se retrouver pour parler et débriefer tout ça. Ils sont vraiment sous le choc de ce qui vient de se passer et décident donc de retourner au terrain de foot, cette fois en pleine journée pour voir s'ils pourraient trouver quelque chose d'intéressant. Mais alors qu'ils commencent à se rapprocher, ils voient deux voitures de police garées près du terrain. Un policier leur fait signe de faire demi-tour sans poser de questions. Maxime et Lucas insistent un peu et demandent ce qui se passe, mais impossible. L'agent leur dit que c'est confidentiel et leur dit encore une fois de faire demi-tour. À ce jour, ils ne savent toujours pas qui c'était ni ce qu'ils voulaient. Ils sont aussi totalement dans l'ignorance de la raison pour laquelle les policiers étaient là le lendemain des faits. C'est vraiment frustrant en soi. En tout cas pour eux, ça l'est énormément, même s'ils sont encore contents de s'en être sortis sans encombre. Allez, on commence à s'imaginer. Vous avez grandi à Londres, vous avez toutes vos habitudes, vos potes, votre vie, quand tout à coup, on vous envoie vivre chez votre père en Afrique du Sud. Un changement plutôt drastique. Eh bien, figurez-vous que c'est arrivé à Tom, un jeune Britannique de 18 ans. Et quand ça lui tombe dessus, faut avouer que ça lui fait tout drôle. C'est la première fois qu'il va dans ce pays, donc c'est une véritable nouvelle aventure pour lui, avec une culture complètement différente. Mais ce qui devait arriver arriva, et il atterrit finalement à Johannesburg et est dans un quartier résidentiel pas très loin de l'aéroport. Il faut savoir que son père habite dans une communauté fermée, avec des portails sécurisés et un garde à l'entrée, vraiment tout le package pour pas être embêté. Bref, les retrouvailles vont se faire assez promptement, et ça y est, c'est maintenant là que Tom habite. Et comme on peut déjà l'imaginer au début de l'histoire, si vous vous attendiez à une relation fusionnelle entre lui et son père, ce n'est vraiment pas le cas. Ce dernier est très souvent absent pour le boulot, donc notre ami Tom se retrouve la plupart du temps seul, parfois pendant des semaines voire des mois. En fait, à son âge de jeune adulte, il apprécie même cette nouvelle indépendance. Tom fait ses propres courses, il prépare des repas simples, se débrouille tout seul pour aller d'un endroit à l'autre, à pied d'ailleurs puisqu'il n'a pas encore appris à conduire, et son père ne lui a imposé qu'une seule règle, ne surtout pas sortir seul la nuit. Bon, la première fois qu'il entend ces mots, Tom trouve ça une pointe exagérée, surtout que le quartier semble super sécurisé. Mais le temps de vous raconter tout ça, on est déjà arrivé à l'hiver sud-africain. Et on le précise parce que apparemment il est assez sévère là-bas. La nuit tombe vraiment très tôt, à 18 h il fait noir complet dans le pays. Mais un soir, vers 19 h, Tom a une envie irrésistible de chips. On est d'accord, c'est ultra spécifique. Oh, arrêtez derrière votre écran, vous voyez très bien quand l'envie vous prend et que vous ne pensez qu'à ça, et ben c'est exactement ce qu'il ressent. Et en plus de ça, on va pas se mentir, il s'ennuie, ça fait quand même 2 semaines qu'il est seul, et il se dit qu'une petite balade jusqu'au magasin, situé à environ 1 km de chez lui, ça ne peut pas faire de mal. Et donc, bravant l'interdiction de son père, il décide de sortir. Et pour ce faire, il doit passer par la sécurité qui va essayer par tous les moyens possibles de l'en dissuader. Le gars essaie littéralement de l'arrêter, lui propose même d'aller chercher les chips pour lui après son service dans 1 heure. Mais Tom a bientôt 19 ans et il se dit qu'il est temps de pouvoir faire un peu ce qu'il veut quand il veut. Tout en refusant poliment, il part donc confiant sur la route principale, bien éclairée. Mais c'est à ce moment-là que les choses se gâtent. Après plusieurs minutes de marche, il arrive sur une avenue bordée d'arbres, sans éclairage cette fois. L'obscurité est assez oppressante, le vent souffle froid et les bruits des insectes et des oiseaux nocturnes sont vraiment flippants. Et soudain, il commence à entendre des pas derrière lui. Tom se retourne, mais évidemment ce n'était que son imagination et il ne voit personne. Il continue donc à marcher, se disant que ce n'était certainement rien, surtout qu'il commence à devenir un peu parano avec toutes les histoires qu'on lui a racontées. Mais non, parce que quand il se remet à marcher, les pas persistent, discrets mais bien présents. À ce moment précis, Tom commence sérieusement à flipper. Il accélère le pas et pour se rassurer, se met à chanter à haute voix. Mais alors que sa voix se brise parfois dans le silence de la nuit, les pas, quant à eux, ne s'arrêtent pas. Terrifié, il décide de stopper sa marche brusquement et allume la torche de son téléphone. Le souffle court, il dirige le faisceau vers le sentier et voit un homme caché derrière un arbre. Le mec est littéralement en train de le fixer. Pendant 4 à 5 secondes, les deux sont là, dans le noir, à se regarder dans le blanc des yeux. Presque comme dans un western, chacun se jauge attendant que le premier agisse. Et cette bataille de regards, ce n'est pas Tom qui va la gagner. Parce que d'un coup, l'homme surgit de derrière l'arbre avec un couteau à la main et se précipite sur lui. Mais le jeune homme, cette fois, ne perd pas de temps et se dit que sa vie est en danger et donc se met à courir le plus vite possible vers chez lui.
La peur le pousse à sprinter le plus vite qu'il n'a jamais fait. Ses poumons sont brûlés par l'air frais, ses jambes sont lourdes, mais il est hors de question de s'arrêter. Enfin arrivé en vue de sa maison, il voit que le garde a déjà ouvert le portail. À bout de souffle et le cœur battant à 1000 à l'heure, il se précipite à l'intérieur sans réfléchir. Enfin, le garde l'accueille avec un regard compréhensif, comme s'il savait exactement ce qu'il venait de se passer. Clairement, en voyant son regard, Tom se dit que ça ne sert à rien d'essayer de lui expliquer. Il hoche simplement la tête en signe de reconnaissance et trace son chemin. Et au final, rassurez-vous, parce que c'est effectivement le garde qui ira chercher lui-même des chips, histoire de rassurer un peu Tom, qui, on peut le comprendre, est littéralement sous le choc de ce qui vient de se passer. Et donc quand même bien marqué et pour un bon bout de temps, durant tout le reste de l'année, Tom respectera scrupuleusement la règle de son père, celle de ne plus jamais sortir seul la nuit. Cette expérience gravée dans sa mémoire le hante encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, à part à vous qui êtes sacrément privilégié, il n'en parle à personne, pas même à son père, parce que le souvenir de cet homme derrière l'arbre et la peur intense qu'il a ressentie lui rappellent sans cesse la fragilité de sa sécurité dans ce monde qui est un peu inconnu pour lui. Bon, évidemment, on ne connaît pas la totalité du contexte dans lequel Tom vit et aussi dans le quartier dans lequel il se trouve parce qu'on imagine qu'en Afrique du Sud, c'est pas partout comme ça. Bref, c'était l'histoire de Tom qui nous rappelle encore une fois qu'il faut toujours faire attention, même dans les moments où l'on se sent le plus invulnérable. Tout commence au mois d'août, juste avant la rentrée au lycée de Claire en 2018. Imaginez, c'est les vacances, il fait chaud et la jeune femme passe pas mal de temps sur Facebook. Et alors que tout se passe très bien pour elle jusque-là, elle reçoit un message d'un inconnu. Bon, rien de méchant au début, juste des salutations et des questions sur ses intérêts. Claire est méfiante et on la comprend, et donc elle ne répond pas beaucoup. On vous le rappelle quand même, elle n'a aucune idée de qui c'est. Mais l'inconnu, lui, il insiste. Il envoie 5, 6, 7 messages de suite sans même avoir de réponse. Et c'est au bout de quelques jours qu'il se dévoile enfin un petit peu plus. Il lui dit qu'il a 26 ans, qu'il vient de la même ville qu'elle, mais qu'il travaille ailleurs dans l'armée. Et là, alors que les deux commencent à parler, il lui balance qu'il cherche une femme à chérir. Claire est un petit peu sous le choc et lui rappelle qu'elle n'a que 14 ans et qu'elle n'est bien entendu pas du tout intéressée parce que lui il a 26 ans. Mais il continue d'insister et donc elle décide de bloquer son compte, pensant que ça en finirait là. Mais non, le lendemain, il revient avec un autre compte. Il l'appelle Baby Girl et il lui dit qu'elle est exactement ce qu'il attend d'une femme. On est d'accord avec vous, c'est déjà horrible, on vous le rappelle, elle n'a que 14 ans. À ce moment-là, Claire est vraiment perplexe et un peu effrayée. Elle met la discussion en sourdine et elle continue normalement son été en se disant qu'il finirait bien par s'arrêter un jour. Bref, les semaines passent, Claire oublie un peu cette histoire. Elle commence le lycée, se fait de nouveaux amis et la vie est plutôt belle. Mais c'est là que des colis commencent à arriver. Au début, c'est juste un petit collier avec son nom dessus, puis un autre en forme de cœur, et chaque colis contient des reçus montrant des sommes assez conséquentes. Claire commence sérieusement à flipper. Déjà, comment est-ce qu'il a trouvé son adresse? Elle n'en a aucune idée, mais ça la terrifie. Un jour, elle décide finalement de montrer ses cadeaux à sa mère, espérant qu'elle saura quoi faire. Et bien entendu, celle-ci est tout de suite inquiète, et elle essaie de renvoyer les cadeaux, mais malheureusement, elle n'y arrive pas, c'est un petit peu trop compliqué et ça va se résoudre par un échec. Ensemble, mère et fille relisent les messages et se rendent compte d'à quel point ils sont bizarres. Certains parlent même de s'enfuir avec elle quand elle aura 16 ans par exemple, mais la mère de Claire n'a pas dit son dernier mot. Elle décide de le stalker à son tour pour essayer de voir si elle peut retrouver de près ou de loin son identité, et effectivement il y arrive. En tout cas, elle arrive au moins à savoir qu'il s'agit d'une personne qui est allée au lycée avec les frères et sœurs aînés de Claire. Et en questionnant la grande sœur en question, elle lui dit qu'effectivement son visage lui dit quelque chose. Elle se souvient de lui comme étant un gars un peu bizarre, toujours reclus sur lui-même. Bref, le quotidien de Claire est maintenant de bloquer tous ses comptes qu'il crée sans cesse. Un peu résignée, elle décide de continuer sa vie, pensant que ça finira bien par se calmer un jour. Nous sommes maintenant en novembre de sa première année de lycée, Claire est en cours de gym avec ses amis. Et alors que toute cette histoire lui semble un peu derrière elle, elle reçoit un appel masqué. Ses amis, d'humeur un peu blagueuse, la poussent à répondre. En fait, ils pensent tous que c'est sûrement un télévendeur ou un spam, et donc ils veulent le troller. On va pas les juger, on a tous déjà pensé à faire ça au moins une fois dans sa vie. Un peu excitée à l'idée de faire la blague, Claire décroche, et à leur grande surprise, une voix dit « J'attends à l'extérieur du gymnase que tu aies fini ton cours. » Bon, c'est un peu bizarre, mais ils pensent tous que c'est très certainement une blague d'un pote à eux, et passe à autre chose. Mais plus elle y pense, plus elle a un vrai mauvais feeling concernant cet appel. Et si c'était lui?
La fin du cours arrive et elle se dit que quelque chose ne va vraiment pas. Elle décide donc de sortir par la porte des visiteurs, mais malheureusement c'est interdit pour les élèves, et donc l'entraîneur l'en empêche. Bon, tant pis, elle s'en fait peut-être un peu pour rien en soi. Claire décide donc de sortir par l'entrée principale, et c'est là qu'elle le voit. Elle le reconnaît tout de suite, il a exactement la même tête que sur sa photo de profil. Alors qu'elle n'a même pas le temps de réagir, l'homme lui saute dessus, l'attrape par le cou et commence à l'étrangler. Claire n'a pas assez de force, elle est vraiment complètement sous son emprise, jusqu'au moment, et on vous prévient c'est bien dégueu, l'homme la force à l'embrasser. Une fois cet acte horrible commis, il finit par la relâcher et lui dire « Ah, je suis déçu, tu portes même pas les bijoux que je t'ai offerts. » Puis il s'éloigne comme si de rien n'était. Claire est pétrifiée. Ne sachant pas du tout quoi faire, elle décide de courir se réfugier auprès de son professeur de théâtre, la seule personne en qui elle a confiance à ce moment-là. Mais là, elle ne lui raconte pas. Elle se contente de s'effondrer complètement. Elle passe le reste de la journée en larmes jusqu'à ce que son frère finisse par venir la chercher. Et encore une fois, malheureusement, elle ne dit rien à personne. Pour expliquer ses pleurs, elle prétend encore être triste à cause du décès de son grand-père qui est assez récent. Et après ça, les cadeaux continuent d'arriver. Des CD, des chansons écrites pour elle, des bracelets, des cartes, tout ça continue jusqu'à ce que la pandémie ne commence. Et en fait, c'est à partir de là que Claire n'aura plus aucune nouvelle de lui. Mais même aujourd'hui, cette histoire continue de la terrifier alors qu'elle repense à ce harcèlement qui a duré pendant très longtemps. À chaque fois après cette histoire, elle a demandé à des amis à elle de rester avec elle en sortant du lycée tellement elle était traumatisée. Et même si aujourd'hui elle tente tant bien que mal de tourner la page, elle nous dit qu'elle ne pourra certainement jamais l'oublier. Et voilà les amis, c'est déjà la fin du thread d'horreur du jour. Et on est d'accord, la troisième histoire ne met vraiment pas bien. Il est vraiment horrible ce stalker. En tout cas, on espère que Claire s'est remise de tout ça et on lui souhaite une bonne continuation, c'est une grande ouf. Et la commu, je pense qu'on vous a tout dit ce soir, c'est tout bon pour nous, mais comme vous l'avez compris, on se retrouve dès dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, alors stay tuned. Ouais, je sais, je m'improvise anglophone, mais si vous voulez nous soutenir, n'hésitez surtout pas à liker, ça prend une seule seconde, mais ça nous aide énormément, n'est-ce pas Joe ? Et vu qu'on a un rythme de vidéo assez soutenu maintenant, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche surtout pour être prévenu à chaque sortie de vidéo, histoire de continuer votre petite soirée avec des histoires d'horreur. N'hésitez pas à nous rejoindre sur tous nos réseaux qui s'affichent juste là à l'écran, c'est de la magie, on est pas mal actifs aussi. C'était Kratos et Joe derrière la caméra, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Ciao, bonne soirée, bon week-end. Vous êtes des oufs. C'est une fin de tournage. Pas pour moi. Après plusieurs minutes de marche, il arrive sur une avenue bordée d'arbres, sans éclairage. C'est pas grave. Parce que monsieur, oui, il y a du pollen, j'éternue, ça commence à bien faire. Bref, le temps passe, le fameux soir arrive, les deux potes se retrouvent et commencent leur marche vers la forêt. Tiens. Tu viens de me zoomer la gueule là, je sens là. Mais vous allez voir que les choses vont très vite passer de normales à hyper effrayantes. Bah, s'il n'y a pas un boum effrayante. Eh, on t'a vu, c'est bon, dégage maintenant. Je suis vénère, je suis trop vénère. Salut, moi c'est Kara, il fait salut, c'est Hugo. Est-ce que t'as vu que hier une nouvelle épidémie il est vraiment comme ça dans la vraie vie. Hein, faut pas passer du top 8 sur 10 pour être en playoff. En fait, comme on n'a pas assez marqué de points dans les autres trucs, en fait on a marqué 0 points. Là, le seul truc pour nous pour arriver en playoff, c'est de gagner le Summer Split. Pour gagner le Summer Split, c'est aller au playoff, donc faire partie du top 8. Et surtout gagner le playoff. C'est-à-dire que là, le truc c'est que les playoffs, du coup, c'est que les meilleures équipes, enfin les 8 meilleures équipes qui y vont. Et en fait, c'est des BO3 à chaque fois. C'est pas juste une game et c'est fini, tu vois. Donc allez, rien qu'aller au playoff, il y aura beaucoup plus de games. Allez. Et du coup, là, les playoffs, c'est quasiment assuré parce qu'en gros, faut qu'on gagne au moins une des games. Après, il y en a une qui est vraiment très forte, c'est SK, je pense pas la perdre.